et bienvenue dans la vallée de la Loue. C'est le pays de Gustave Courbet. Cet artiste qui a peint à l'origine du monde est né tout près d'ici il y a 200 ans. Cette année, des hommes et des femmes veulent lui rendre hommage. Chacun à leur façon, ils participent à ce bicentenaire exceptionnel. Ils sont les héritiers de Gustave Courbet. Qu'ils soient peintres, comédiens, historiens, collectionneurs, habitants de la vallée de la Loue, tous sont passionnés par Gustave Courbet. Nous les avons rencontrés à Paris, en Suisse et ici dans le département du Doubs. Avec eux, nous avons cherché à comprendre quel est l'héritage laissé par le maître d'Ornans. Un héritage pictural bien sûr, mais pas seulement, aussi patrimonial et sentimental. Notre première rencontre est avec Jan Pengming. Cet artiste est connu dans le monde entier. Il vit à Dijon. Du 12 juin au 30 septembre, le musée Courbet d'Ornans lui a donné carte blanche pour un face-à-face avec Gustave Courbet. Jan Pengming aime se confronter à lui-même. Les yeux dans les yeux. Sous la lumière du nord de son atelier de Dijon, l'artiste engage un autre dialogue. Cette fois-ci avec Gustave Courbet. C'est un peintre qui a influencé pas mal de les générations et des générations de peintres. À la fois la variété et des sujets, à la fois c'est un homme, il sait tout faire. À lui tout seul, il a embrassé la peinture. Regarder un tableau de Ming, c'est comme observer une toile de Courbet. Le détail vibre à lui tout seul et dès que vous prenez du recul, une réalité surgit. Pour préparer son exposition du musée d'Ornans, Jan Pengming a voulu travailler là où Courbet avait peint, dans l'atelier d'Ornans. Cet espace a longtemps été fermé, le département du Doubs l'a racheté pour en faire une résidence d'artiste. Ming est le premier peintre à venir s'y installer. Ça, c'est l'espace qui existait vraiment quand Courbet travaillait. Le mur avait été rajouté. Donc pour que Ming puisse prendre toute la place qu'il lui faut, on a remis ça dans l'état dans lequel c'était quand Courbet travaillait. Voilà, c'est moi. Voilà. 15 jours plus tard, la résidence de Jan Pengming s'achève. Le face-à-face Ming-Courbet se met en place. C'est pour l'aider. Ouais. On va mettre là, bon. Mettre ici. Voilà. Je cherche l'endroit idéal pour présenter l'autoportrait dans l'atelier de Courbet. Et là, ça vous va ? Là-bas, ici, ça me va très bien, parce que c'est une présence très discrète. Ça veut dire qu'on entre, on voit son portrait, après on voit le mien, après. Ming est aussi humble que Courbet était orgueilleux. Encore quelques heures de travail avant de parvenir à son objectif. C'est un mélancolique, assez triste, à la fois pétillant, à la fois il exprime, il a envie de vivre. Ming ne laisse rien au hasard. Pour son portrait, il s'est inspiré de la dernière photo prise de Courbet avant sa mort. Il avait 58 ans, l'âge actuel de Ming. L'artiste l'a choisi comme pour chasser son intime conjuration, la mort.
Nous voici en plein cœur de Paris pour un autre face-à-face entre deux grands artistes du XXe siècle, le sculpteur américain Calder et le peintre espagnol Picasso. Ce face-à-face, c'est justement le thème de l'exposition présentée actuellement au musée Picasso. Et si j'ai proposé à l'historien d'art Thierry Savatier de nous rejoindre ici, c'est parce que le grand maître espagnol admirait la peinture de Gustave Courbet. Thierry Savatier est le spécialiste de l'origine du monde et il vient de publier avec Roland Dumas « Picasso, ce volcan jamais éteint ». C'est dans ce livre que j'ai appris que le tableau de Courbet, Les Demoiselles des bords de la Seine, avait été réinterprété par Picasso. Quand on regarde l'œuvre, on s'aperçoit qu'il a accentué le rapport saphique entre les deux femmes et il a supprimé, ou il a omis en tout cas de peindre, le chapeau d'homme qui se trouvait dans la barque qui est amarrée sur la berge. Or, ce chapeau d'homme, il avait une importance considérable dans l'interprétation du tableau. On avait ces deux femmes déshabillées, ce chapeau d'homme qui suggérait qu'il y avait un homme quelque part dans la scène, mais qu'on ne voyait pas. Et là, Picasso supprime totalement ce chapeau et insiste plutôt sur une relation saphique entre les deux femmes. Vous qui connaissez aussi bien l'œuvre de Picasso que de Courbet, cette relation entre les deux peintres ne vous étonne pas? Non, je crois que Courbet a révolutionné l'art du XIXe siècle de la même manière que Picasso a révolutionné l'art du XXe siècle. Il y avait donc un lien logique entre les deux artistes et c'est pourquoi ça n'est pas du tout étonnant que Picasso se soit intéressé à Courbet. Pour peindre un pays, il faut le connaître, disait Gustave Courbet. Moi, je connais mon pays, je le peins. C'est sous-bois, c'est chez moi, cette rivière, c'est la Loue, disait-il. Comment peindre aujourd'hui au pays de Courbet? Comment vivre avec cet héritage? Je me sens comme un héritier. Gustave Courbet lui-même a créé une technique qui lui est très particulière pour peindre le paysage. Comme Courbet, j'aime beaucoup les femmes, les dames, les nus et la provocation. Ornans est l'origine de mon monde, puisque je suis né à Ornans. Et je suis né place Courbet. Le paysagiste Pascal Lombard a choisi le même terrain de jeu que Gustave Courbet, la vallée de la Loue. Mais il s'est émancipé du maître. Il utilise une technique ancestrale. Il peint à la tempéra, à l'œuf. Je cherchais une technique qui pouvait échapper à toute la grammaire de la peinture à l'huile. Et cette technique, paradoxalement, très ancienne, qu'après c'était l'huile, la peinture à l'huile, m'a donné un regard nouveau par rapport au paysage. À Ornans, les automobilistes sont accueillis par une truite, un clin d'œil à la Loue et à Courbet. C'est Pascal Coupeau qui a réalisé cette sculpture monumentale. L'artiste vit en Haute-Saône. Entre Courbet et Coupeau, il y a une réelle connivence. Le personnage m'a fasciné à beaucoup d'égards. Il avait ce côté imbu de lui-même, affect qui est repoussant, et en même temps c'était un personnage assez extraordinaire, une espèce de gargantua intéressant à plein d'égards. S'il y a une œuvre de Gustave Courbet qui inspire Coupeau et tant d'autres artistes, c'est bien l'origine du monde. Un geste de travers et la plaque de cuivre est fichue. Il faut avoir les nerfs solides pour être graveur. Dominique Sozolic est une star de la gravure. Dans son atelier de Dole, on comprend tout de suite son intérêt pour Courbet. L'une de ses œuvres les plus célèbres est une prouesse technique, réinterpréter l'origine du monde en gravant un seul trait de 125 mètres. Une œuvre qui appartient à l'histoire, si on se l'approprie, c'est pour dire autre chose à partir de l'image identifiable, mais qui va être porteuse de quelque chose qui relève à la fois de ce qu'on est en tant qu'artiste et de ce qu'on est dans le temps où l'on vit. Cette spirale évoque le temps qui est le nôtre en cette vie et que notre temps, à nous, est né
de cette profondeur de l'orifice féminin pour nous mettre au monde à la lumière du monde. La célébration de ce bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet provoque un réel engouement chez les habitants de la vallée de la Loue. Expositions, mais aussi théâtre et même événements sportifs rendent hommage au maître d'Ornans. Au total, plus d'une centaine d'événements sont soutenus par le conseil départemental du Doubs. De son côté, Sylvain Ducré, le maire d'Ornans, a eu l'idée de faire aménager un cheminement qui part du musée pour aller au cimetière d'Ornans, là où est enterré Gustave Courbet. Et c'est Gustave Lafont, le sculpteur d'Ornans au prénom prédestiné, qui réalise la sculpture monumentale de ce cheminement. Il s'est inspiré du célèbre tableau de Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans. Bonjour Gustave. Alors bonjour c'est Isabelle. Labour là, non? Ah oui, 15 jours encore, et puis je vais y arriver, mais c'est quand même 12 heures, 14 heures par jour. Et vous avez commencé il y a longtemps? Eh bien, il y a 5 mois et demi, 6 mois, c'est un challenge assez intéressant quand même. Est-ce que vous avez dû repenser la peinture ou juste la reproduire? Faut repenser disons la peinture, parce que en quelque sorte, une sculpture, c'est pas pareil. Il a fallu que je recrée les visages autrement, en 3D. Donc, réinventer des endroits qui n'existent pas dans le tableau. Donc, c'est ça la difficulté de cette sculpture. Une sculpture symbolique. Ce sont de vrais habitants d'Ornans que Courbet avait représentés dans son tableau. Près de 170 ans plus tard, la tombe de l'artiste est toujours fleurie. Courbet n'a pas laissé d'héritier direct, mais la municipalité et des associations d'Ornans honorent toujours sa mémoire. Gustave Courbet n'a pas laissé que des tableaux à ses héritiers. Un héritage, ce n'est pas simplement transmettre des biens. Cela peut être aussi transmettre quelque chose d'immatériel, comme des souvenirs, un sentiment d'appartenance. Et vous allez le voir, avec Gustave Courbet, on n'est jamais au bout de ses surprises. C'est au bord du lac Léman, en Suisse, que Gustave Courbet a passé les dernières années de sa vie. Un exil forcé. Le peintre a fui la France pour ne pas payer une lourde condamnation. Il était accusé, à tort, d'avoir voulu faire tomber la colonne Vendôme à Paris. La municipalité de la Tour de Paix n'a jamais oublié son prestigieux résident. La commande de la commune a été très claire. On est dans l'année du bicentenaire de Courbet. L'intérêt, c'est... Franck Bouroulec est connu pour ses performances dans le monde entier. Pour cet hommage, il a choisi un tableau devenu une icône, Le Désespéré. Mais c'est aussi la vie de Courbet à la Tour de Paix qu'il raconte. Par exemple, sur le côté, vous aurez bientôt une typographie spécifique de l'époque de Gustave Courbet qui était le café du centre. C'était un peu le lieu de perdition, si j'ose dire, de l'époque où Gustave Courbet aimait bien se retrouver avec ses potes pour boire un coup. Et d'après ce que j'ai su, c'était quelqu'un qui picolait pas mal, quoi. Gustave Courbet a laissé beaucoup d'autres souvenirs en Suisse. Certains même se les transmettent de génération en génération. De Ribes, le dessinateur du petit indien Yakari, a grandi dans cette maison de la Tour de Paix. Son père, François de Ribaupière, était un artiste qui admirait Courbet. Visiter la première chose, la maison de Gustave Courbet. Une admiration qui pousse le père de Ribes à faire partie de la délégation de la Tour de Paix qui a accompagné le cercueil de Courbet à Ornans. C'était en 1919. La cité comtoise n'a accepté ce retour que 42 ans après le décès du peintre. C'est un hommage à Gustave Courbet qu'il s'est dit que c'était nécessaire de l'accompagner jusqu'à Ornans. Et d'après ce que j'ai appris, c'était dans un camion avec d'autres personnes. Pour mon père, c'était important d'être là et de l'accompagner jusqu'à Ornans. Il a fallu la détermination de la petite sœur de Courbet, Juliette, pour que le cercueil de son frère quitte la Suisse pour sa terre natale. Ça a été tout à fait minable et les Ornanais n'ont pas fait un accueil à la hauteur. La municipalité s'est abstenue de toute représentation. Il était encore tellement dans le scandale de ses idées politiques qu'il y avait forcément opposition très forte sur place. Le curé a même recommandé en chair à ses ouailles de ne pas venir à l'enterrement.
Il n'y avait personne pour creuser parce que l'ordre était « les gens bien pensants ne sont pas présents aux côtés de Courbet ». À Flagey, on se rappelle aussi de Courbet. C'est le berceau de la famille. Ce n'est pas très loin d'Ornans, le père de Courbet y avait sa ferme. C'est devenu aujourd'hui un lieu d'exposition dédié aux peintres. À sa mort, Juliette Courbet donne les terres et la ferme aux métayers, à condition qu'ils appellent leur fille Juliette. Les voici sur la photo. C'est la famille Bourgon. Ses descendants sont venus nous raconter leurs souvenirs. C'était fermé. La grand-mère disait non, c'est la chambre du peintre. Il ne faut pas y aller. Alors là, il y avait des écrits de Courbet, des papiers, des tableaux qui étaient là. Et puis, la grand-mère, à l'époque, quand elle a vu tout ça, c'était les femmes nues, c'était tout ça. Alors, à l'époque, elle a dit non, il ne faut pas ça que nous, les garçons, on voit tout ça. Alors, elle a brûlé les tableaux, les tableaux qu'elle Puis le chevalet. Puis le chevalet. Mais elle avait surpris quand même 2 de ses fils dans la chambre. À Ornans, les souvenirs de Ferdinand Maire sont aussi intacts. Son père, Marcel Maire, faisait partie de la Société des Amis de Courbet qui avait été créée juste avant la guerre. Il a dit les Allemands sont en train de piller, ça se commence à savoir, commence à piller les banques, à piller les musées. Et si jamais ils arrivent à Ornans, ils vont piquer les tableaux de Courbet. Alors il a pris les devants et avec l'autorisation du maire, avec 2 employés de la ville, ils ont retiré les tableaux et ils sont allés les cacher dans les greniers de l'hôtel de ville. Cachés dans les greniers, dans les piles de bois, trucs comme ça. À 97 ans, Ferdinand Maire n'a pas oublié les Courbet de son enfance. Juliette, la sœur de Courbet, avait fait don de tableaux à la mairie d'Ornans. Ces tableaux ont été placés au secrétariat de la mairie d'Ornans. Je vois encore, quand j'étais môme, je vois encore au secrétariat, le secrétariat qui était grand comme cette pièce, je vois encore des tableaux de Courbet, principalement le château de Chillon. Mais enfin, je les vois encore de... Alors là, ils étaient là, au vu et au su de tout le monde, quoi. Il fallait bien les loger quelque part. C'est seulement en 1939 qu'Ornans a organisé le premier hommage au peintre, une initiative de la Société des Amis de Gustave Courbet. Il y aura aussi la grande exposition de 1962, toujours à la mairie. Grâce à une souscription et à des dons d'artistes, la maison de la famille Courbet à Ornans est achetée en 1971 pour devenir le musée Courbet. Nous sommes maintenant dans la demeure du chaos, un musée gratuit à ciel ouvert tout près de Lyon. Il est directement sorti de l'imaginaire de Thierry Hermann, un artiste qui, comme Gustave Courbet, est engagé et casseur de codes. Pour Thierry Hermann, être artiste, ce n'est pas provoquer, c'est plutôt lutter contre le politiquement correct et pousser le spectateur à se poser des questions. C'est pour cela qu'il crée depuis 20 ans ce musée gratuit en perpétuelle évolution. Son panthéon personnel reflète l'évolution du monde. Coudon, Bakounine, là on est dans le pays de Courbet là. Eh oui, absolument. Ce que peu de gens savent effectivement, c'est que Courbet était un authentique anarchiste au sens étymologique, au sens noble du terme. Il réclamait d'ailleurs dans son testament ne revendiquer ni mouvement, ni pays, être maître de lui-même, ni Dieu, ni loi, ni foi. Et c'est quelqu'un qui, toute sa vie, apprenait la liberté. Courbet, déjà à son époque, était un peu ce qu'est Zola la littérature avec le naturalisme. Donc vraiment, Courbet a cassé des codes, et je crois que c'est ça le rôle du plasticien, c'est d'être dans le temps présent, mais aussi d'éclairer et de balayer ce qui va être. Ici, ce n'est pas que le chaos. Thierry Hermann a 2 vies. Il est artiste et aussi chef d'entreprise. C'est lui qui a fondé la société Artprice, le numéro 1 mondial du marché de l'art. Plus de 4 millions de personnes suivent cette banque de données. Dans les entrailles de la demeure du chaos, les salariés d'Artprice analysent le marché de l'art. Les ventes aux enchères du monde entier sont référencées, un outil précieux pour connaître la cote de Gustave Courbet. Il a une bonne cote, il est déjà classé 775e artiste dans le monde, sur plusieurs millions, ce qui est quand même remarquable. Il vend massivement aux USA, ce qui est très rare pour un Français, c'est une très belle chose. La majeure partie de ses œuvres, c'est 10 000, 50 000 euros. Après, on a effectivement des œuvres qui sont plus lourdes, entre 500 000 et 1 million d'euros, qui sont ce qu'on appelle les œuvres de qualité muséale, avec des très beaux records, dont un fameux record qu'on connaît tous. Il y a aussi une belle histoire autour du tableau. Il y a une très belle histoire autour de ce tableau, le contexte est très bon.
C'est une période où les gens redécouvrent Courbet. Le personnage a finalement une histoire et une biographie très étonnante. Hein. Would you like 150? Sold here at 100. À côté du Modigliani, le nu couché de Courbet a fait aussi un record. C'était à New York, chez Christie's, en 2015, plus de 12 millions d'euros. Et si l'enchère a été aussi élevée, c'est parce que le tableau a une histoire. Actuellement, son propriétaire le prête au musée d'Orsay. Pendant plus de 40 ans, personne ne savait où il était. Il faisait partie de la collection du baron Advani. On le voit ici dans son salon, mais il a disparu pendant la guerre. C'est lors de la grande exposition de 2007 à Paris qu'il est de nouveau présenté. C'est une magnifique surprise de pouvoir montrer comme cela un tableau nouveau au sein d'une exposition. D'abord, bien sûr, pour l'actualité, ça c'est vrai que c'est intéressant. C'est aussi magnifique dans la mesure où on peut non seulement le redécouvrir, mais le redécouvrir au sein des autres nus importants de Courbet, en lien avec le sommeil, en lien avec la femme au perroquet, avec les baigneuses, avec le régime du monde. Aujourd'hui, Dominique de Fonréau, la co-commissaire de l'exposition de 2007, se souvient encore de cet épisode. Finalement, c'était un soldat qui avait récupéré le tableau. À la toute fin de la guerre, sans doute pour vouloir être soigné, ce soldat le donne en paiement de soins à un médecin de Bratislava. Médecin de Bratislava qui le conserve. Et c'est lorsque les héritiers du médecin veulent s'en séparer que le nu refait surface. Considéré comme une spoliation, il est rendu aux héritiers du baron Advani qui décident de le vendre. Quand on a eu la nouvelle qui se trouvait à Londres, puisqu'il se trouvait à Londres, pour moi c'était magique, parce que si on parle du tableau lui-même, ce qu'il a vraiment de magnifique, c'est la manière très subtile, comme souvent chez Courbet, qu'il a de peindre la chair. La manière dont à la fois il est très fidèle à la tradition picturale, mais en même temps, cette manière qu'il a, qui n'appartient qu'à lui, de la repositionner dans un univers qui est le sien. Quand un musée de France veut expertiser une peinture, il s'adresse à Bruno Motin. Ce conservateur a étudié pas loin de 80 tableaux de Courbet. Le peintre est capable du pire comme du meilleur. On a un marché qui est en quelque sorte triple, qui a des œuvres merveilleuses de Courbet, absolument exceptionnelles, qui a des œuvres moyennes, voire médiocres de Courbet, mais qui restent authentiques, et qui a aussi des copies d'après Courbet qui sont sans valeur. Donc on a cette masse dans laquelle il faut arriver à discerner le grain de livret, hein, et tout vrai Courbet ne sera pas forcément un bon Courbet au niveau pictural. C'est une vraie nuance qu'il faut introduire. Cette vue du lac Léman fait partie des bons Courbet. C'est aussi une redécouverte. Le tableau dormait dans les réserves du musée de Granville jusqu'à ce que sa conservatrice s'interroge sur son authenticité. Pour Bruno Motin, pas de doute, c'est un Courbet. Et la façon dont il a réussi à traiter les nuages par opposition au blanc de la neige est aussi assez savante, puisque c'est difficile en fait, si vous voulez, arriver à donner l'impression que la neige est solide, elle est ancrée dans elle est accrochée à la montagne, que les montagnes sont là, elles sont dures, sont présentes, hein, et que sur cette montagne il y a des nuages blancs très légers qui s'accrochent et qui s'effilochent. Hein. C'est difficile à rendre au niveau pictural, et là il l'a fait avec beaucoup de subtilité. Ce coup d'œil pour repérer les tableaux de Courbet, Marie et Bernard Collat l'ont développé au fil des ans. Tout a commencé dans le midi de la France. Ils tombent sur un paysage représentant leur vallée de la Loue. Loin de chez eux, cela les touche. Et c'était le coup de foudre. On ne pensait pas qu'on allait trouver un tableau dans une galerie en vente, j'allais dire, libre. On pensait que les Courbet étaient tous dans des musées. Voilà. Le couple emprunte pour acheter ce premier tableau. Il décide ensuite de monter une collection. Une partie des œuvres que nous avons fait l'acquisition, c'était avant, on va dire, la flambée un petit peu de Courbet qui s'est passée après l'exposition au Grand Palais en 2007. À l'heure actuelle, on peut encore, dans certaines ventes aux enchères, acheter des Courbet à des prix raisonnables. C'est quoi un prix raisonnable? On va dire dans les 50 000 euros. Dans les 50 000 euros, oui. C'est à l'Institut Courbet que les salles des ventes du monde entier s'adressent pour expertiser les Courbets mis aux enchères. Du coup, là, ça permet de dater, Ça nous permet d'être vraiment pertinent. Ouais. Donc ça, c'est dans le catalogue. L'Institut fait lui aussi des redécouvertes. Gustave Courbet nous laisse un héritage en perpétuelle évolution.
Je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur Courbet aujourd'hui, encore beaucoup de recherches à faire et de découvertes à faire par rapport à l'œuvre de Courbet, de choses qui sont et qui pourraient être inédites. Être héritier de Gustave Courbet, c'est faire vivre son œuvre, celle d'un grand peintre et d'un homme attachant. C'est ce que raconte aussi tout au long de cette année 2019 la Compagnie des Menteurs d'Arlequin. Ce bicentenaire, c'est vraiment l'affaire de tous. Les francs-comtois, les parisiens, les artistes, tous nous ont parlé de Courbet, nous ont fait vivre l'héritage de Courbet. Gustave n'a jamais été aussi vivant. Me dis pas que c'est la Jeannette. Et ça va plaire, ça, à Paris. Il faudra rester discret. Jules a les idées larges, mais... Oh oui. Désormais, c'est le marché qui décidera de la valeur d'une œuvre. Ce sera une révolution du regard, une révolution de l'art, une révolution qui érigera deux principes en dogme, la vérité et la liberté.